Bonjour à tous, bienvenue au Tech Days 2012. Mon nom est Nicolas Foucault, je suis le directeur marketing entreprise de Microsoft France. Bonjour et merci d'avoir bravé le froid, merci d'être parmi nous. Aujourd'hui, je suis ravi de passer cette heure avec vous, cette heure qui sera dédiée au thème de la consumérisation de l'IT. Alors avant de démarrer, je voudrais commencer par remercier nos partenaires, sponsors de l'événement, partenaires qui rendent chaque année les Tech Days possibles. Merci à eux. Je veux également remercier sincèrement l'ensemble des communautés Microsoft. Si vous faites partie de l'une de ces communautés, vous savez que ce sont nos échanges au quotidien qui nourrissent la préparation des Tech Days et qui, de manière générale, sont au cœur de nos réflexions sur la stratégie de Microsoft en France, mais également à l'international. Parmi les communautés, je souhaite également remercier et saluer tout particulièrement les clubs de décideurs informatiques qui nous rejoignent pour la deuxième année et qui seront tout au long de la journée à nos côtés lors des parcours RDI, que ce soit l'Agora des DSI ou également le CRIP, le club des responsables infrastructure et production. Et puis bien sûr, je salue également les internautes qui nous regardent sur la Tech Days TV. Bonjour aux internautes, vous savez que vous pouvez interagir tout au long de la journée sur la Tech Days TV. Cette session sera d'ailleurs enregistrée et donc disponible sur le site www.mstechdays.fr dès la fin de la session. Alors, la consumérisation de l'IT, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, c'est un thème qui fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui, mais de quoi s'agit-il réellement? On a bien sûr les scénarios de type Bring Your Own Device, que vous connaissez, puis on y reviendra très largement lors de cette plénière, mais bien sûr la consumérisation dépasse largement ce cadre, et de manière générale, on peut dire que c'est finalement l'arrivée dans l'entreprise d'usages, de technologies, de services dont on fait l'apprentissage, parfois même l'acquisition à titre personnel, et puis qu'on emmène ensuite avec soi, tout naturellement, dans le monde de l'entreprise, avec là deux attentes. La première, que ça fonctionne, tout simplement, et puis la seconde, que finalement l'expérience d'utilisation de l'informatique en entreprise se rapproche au plus près possible de l'expérience qu'on peut avoir chez soi lorsqu'on joue avec un smartphone, lorsqu'on regarde des photos sur une tablette, pourquoi pas lorsqu'on joue à un jeu vidéo sans manette. Donc pour démarrer ensemble ce voyage dans le monde de la consumérisation, ce que je vous propose, c'est de commencer par un objet qui, c'est vrai, aujourd'hui incarne un peu à lui seul et depuis le début ce phénomène de consumérisation de l'IT. Et cet objet, c'est bien sûr le PC, le personal computer. En effet, le personal computer, depuis 30 ans déjà, crée l'équilibre et répond aux besoins, évolue toujours pour répondre aux besoins à la fois des consommateurs, mais également aux attentes et aux prérequis des entreprises. Le PC aujourd'hui continue bien sûr d'évoluer, des nouveaux formats apparaissent. Je vous propose d'en découvrir un en particulier à travers cette vidéo qui nous est proposée par Intel. Hello Tech Days. It is wonderful to have this event in France. Here at Intel, we're very focused on our vision. In this decade, we will create and extend computing technology to connect and enrich the lives of every person on Earth. We will build these experiences by innovating around three pillars of computing: energy-efficient performance, security, and connectivity. As we look forward, we will continue to innovate to deliver consistent and scalable experiences across devices based on Intel technologies. This is what we call the compute continuum. Our innovation, of course, extends into the data center. To support the explosion of data, Intel will soon launch a new line of server processors, the Intel Xeon E5 family. Now let's get back to the client. We are reinventing the PC platform yet again with the Ultrabook.
Ultrabooks for will deliver the best of two worlds: the content creation capabilities and optimized mobile experiences that consumers want, with the security and manageability that IT needs. Our strategy is to deliver a no-compromise experience, bridging the worlds of those who create the business and those who protect the business. Starting in 2012, several Ultrabooks for Business will be available, integrating vPro technology to deliver on this no-compromise strategy. Enjoy the rest of the show, and thanks for your time. Alors, merci à Intel pour cette vidéo. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Nicolas, tu es le directeur marketing et opérations Microsoft France. C'est ça. Alors, on le sait, les PC sont depuis bien longtemps au cœur de la stratégie Microsoft et Windows au cœur de la stratégie des PC. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots en quoi cette stratégie évolue pour faire face aux enjeux de la consumérisation de l'IT? Alors, tu l'as bien expliqué tout à l'heure, hein, consumérisation, c'est vraiment l'invasion finalement des usages grand public dans le domaine de l'entreprise. On va le voir aujourd'hui, ça passe pas simplement par les terminaux, mais ça commence par les terminaux. Et il se trouve que finalement l'aventure du PC, elle commence par un PC sous Windows 7. Et puis finalement, ça fait bien longtemps que le PC se ressemble plus. Hein, c'est fini tous les PC qui se ressemblaient. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir ici, on a une gamme véritablement complète de produits qui vont tous tourner sur Windows avec véritablement des capacités très très différentes. On en a naturellement avec des très grands écrans, mais aussi avec des tout petits écrans sur des tablettes. On en a des ultra mobiles qui vont véritablement peser quelques centaines de grammes et être optimisés en termes d'autonomie. Et puis naturellement du tactile, du non tactile, et puis même des produits assez rares, assez exceptionnels. On va en reparler tout à l'heure, mais aussi pour des usages métiers très spécifiques. Je pense naturellement, si vous avez des besoins de PC pour certaines conditions extrêmes, pour des chantiers, pour résister au vent, à la pluie, à l'humidité, on a aussi vraiment des machines qui permettent de remplir l'ensemble de ces besoins métiers. D'accord. Intel nous a parlé des ultrabooks. Là, je vois qu'on a toute une catégorie, toute une gamme de PC. L'un d'entre eux est un ultrabook, non? Alors, effectivement, tu as ici 3 ultrabooks. Hein. Donc, l'ultrabook, c'est la dernière finalement transformation du PC. Le PC continue de se transformer de manière permanente. Les ultrabooks, les tablettes, on y reviendra tout à l'heure. Ce qui est intéressant avec l'ultrabook, c'est finalement quoi? C'est la conjonction de matériaux de pointe, hein, du magnésium, de l'aluminium, de la fibre de carbone, avec des processeurs qui permettent d'optimiser la durée de la batterie. Et on se retrouve avec des produits assez exceptionnels. Si, par exemple, je prends celui-ci, Toshiba Z830, moins d'1 kg, ultra fin, 1,6 cm pour être très précis, réactivité record, disque dur SSD, il sort de veille immédiatement, il va démarrer en moins de 25 secondes et naturellement zéro compromis sur l'intégration dans votre environnement informatique puisque par exemple il supporte une puce TPM, donc toute la partie sécurité est complètement assumée. Il m'a l'air peut-être même un peu plus fin qu'un autre presque PC qui lui ressemble, non? Alors effectivement, comme on peut le voir ici à l'écran, un autre PC qui n'a pas lui la chance de tourner sur Windows. Ce qui est intéressant, c'est finalement le Toshiba est plus léger, hein, 17% de gain de poids, mais surtout plus autonome. 14%, c'est pas anodin, c'est 1 heure d'autonomie en plus. Si vous êtes dans un scénario sur lequel vous avez besoin d'équiper des forces commerciales, si vous avez besoin d'équiper finalement des cadres pour voyager léger, c'est véritablement le produit qui va vous permettre de faire au hasard Paris, Seattle avec une seule charge. D'accord, alors le PC, le portable, tout ça c'est des catégories, des formats qu'on connaît bien. Maintenant, tu le sais, on rentre dans l'ère du PC+, où des compagnons viennent accompagner l'expérience sur le PC. Et dans ce domaine, notamment les tablettes sont un format nouveau qui s'est développé très rapidement. Est-ce qu'on a également ici des tablettes que tu pourrais nous montrer? Alors, complètement, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la première tablette réalisée par HP, donc tablette sous Windows. On est là aussi sur un format extrêmement compact, extrêmement léger. C'est véritablement le compagnon parfait, notamment pour accompagner des scénarios métiers, par exemple. Et puis ici, on a un produit, qui sort encore plus finalement de l'ordinaire, qui est un peu le meilleur des deux mondes. À la fois une tablette Samsung, ici, Samsung Série 7, qui a son dock sur lequel je vais pouvoir la reposer et y joindre un clavier sans fil, donc véritablement pouvoir à la fois l'optimiser dans un environnement, par exemple, de point de vente. On a déjà de nombreux clients et partenaires qui sont en train de s'emparer de ce produit pour le déployer sur des points de vente, mais naturellement, pouvoir aussi le transformer en PC, encore une fois, avec toute l'intégration native. Donc ne choisissez plus finalement entre d'un côté le PC, de l'autre côté la tablette. Vous avez avec ce produit-là, en moins de 700 grammes, véritablement le meilleur des deux. Et puis bien sûr, l'écosystème Windows ne s'arrête pas aujourd'hui
au PC, y compris aux tablettes, il va jusqu'à l'appareil qui finalement nous est le plus personnel, le téléphone. Alors bien sûr, on ne peut pas parler de terminaux sans parler de Windows Phone. Ce que vous voyez ici, c'est le dernier Nokia Lumia, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais lorsqu'on parle de mobilité en tant que telle, ce qui est relativement intéressant, c'est qu'est-ce qu'apporte ce type de terminaux. On le voit bien, c'est la continuité naturelle de l'écosystème Windows sur un téléphone. Ce que vous voyez ici, et je vais me rapprocher de la caméra, c'est le tout nouveau principe d'interface métro. Donc on en a parlé d'ores et déjà hier dans la plénière, hein. Donc interface extrêmement pure, extrêmement fluide, extrêmement efficace, qui va faire venir l'information directement sur l'écran d'accueil, plus besoin de cliquer dans une icône pour voir ce qui se cache derrière, automatiquement l'information m'est remontée immédiatement. Vous voyez par exemple là une dernière actualité sur l'application Le Monde qui vient automatiquement s'afficher à l'écran. Et ce qui va être intéressant bien sûr, c'est que sur ce produit-là, et là je vois aussi mon score sur Foursquare, je vois que j'ai un petit peu de travail encore à faire pour remonter en tête du classement. Ce qui va être intéressant, c'est les applications un peu exclusives que Nokia a véritablement apportées dans ce produit, notamment autour de la navigation, hein. Vous savez que Nokia, il y a quelques années maintenant, a racheté Navteq, leader mondial de la cartographie, et a naturellement fait bénéficier l'ensemble des Windows Phone Nokia de ces capacités avec une fonctionnalité carte que vous voyez ici et un GPS entier intégré, cartographie donc gratuite, internationale, disponible en exclusivité sur le Nokia Lumia. Alors tu l'as remarqué, il y a un appareil que j'ai voulu garder pour moi, que je ne voulais pas dévoiler à l'ensemble de l'audience ici. C'est vrai que c'est un appareil relativement unique qui ne ressemble à aucun autre, donc on va y revenir. Si je cherche aujourd'hui un PC qui est véritablement exclusif, véritablement unique, qu'il n'appartienne qu'à moi et qui soit désigné uniquement pour moi, est-ce que tu peux me décrire finalement ce qu'on a à côté de nous là, qui a l'air très très beau? Alors, je sais que tu aimes les belles choses, je sais que tu es amateur de produits un peu exceptionnels, je pense que j'ai trouvé pour toi véritablement quelque chose d'unique. Ce que vous voyez ici, c'est un PC de la maison Cotin. Alors peut-être que vous ne le connaissez pas encore, mais très vite, c'est vraiment un des types de PC que vous allez désirer. La maison Cotin, maison parisienne, artisanat, industrie finalement du luxe appliqué au PC. Chacun de ces PC sont des modèles uniques faits dans les règles de l'art de l'artisanat. Ce sont des modèles qui sont faits avec des composants exceptionnels. On parle par exemple pour les composants électroniques de composants qui viennent de l'industrie militaire, donc on est véritablement sur des choses extrêmement précises. Et puis naturellement, vous pouvez le personnaliser à l'extrême. La consumérisation, c'est aussi avoir un PC vraiment différent, vraiment qui vous ressemble. Là, on est à l'extrême finalement spectre de la consumérisation. Vous pouvez choisir la façon de l'accommoder, les matériaux, la façon dont vous allez gérer finalement la sellerie, un petit peu comme sur une pièce de luxe. Alors, naturellement, le prix est équivalent, le prix est sur demande comme toute bonne chose, mais on a véritablement ici affaire à un produit qui sera très bien reçu dans certains environnements et naturellement dans certains environnements, dans les boutiques de luxe par exemple, dans l'hôtellerie ou dans certains environnements pour accompagner finalement la mobilité un petit peu partout, par exemple sur des avions personnels. D'accord, bah écoute, merci beaucoup Nicolas. Merci Nicolas. Merci pour cette démonstration. Donc on le voit, l'écosystème Windows vient s'enrichir aujourd'hui de nouvelles catégories. Pour être très honnête, si on regarde aujourd'hui l'ensemble des terminaux qui sont disposés sur cette table, c'est vrai qu'ils ne ressemblent pas encore complètement à ce qu'on peut trouver dans la plupart de nos entreprises. Et donc, on se pose la question de savoir si on peut intégrer dès aujourd'hui ou non ces terminaux, qu'ils soient acquis par l'individu ou qu'il soit acquis par l'entreprise. Est-ce qu'on peut facilement intégrer ces terminaux dans le système d'information de l'entreprise? Alors là-dessus, Stan, Fabrice, je crois que vous avez quelques nouveautés à partager avec nous. Oui, tout à fait, Nicolas. Alors tout d'abord, ces PC, effectivement, qui sont des PC pour le travail, mais plus réellement l'entreprise, qui sont en situation de mobilité, parce qu'aujourd'hui, l'avènement des réseaux fait qu'on peut se connecter quasiment depuis n'importe où, il va falloir pouvoir les administrer, les sécuriser. Pour cela, Microsoft propose une solution de cloud public de type SaaS, Software as a Service, qui s'appelle Windows Intune, qui sert à administrer et à sécuriser ces PC. Ces PC peuvent être des PC, comme je l'ai dit, dans l'entreprise, mais ça peut être également des PC qui sont hors Active Directory, on va dire, des PC achetés. Par exemple, si tu vois, j'ai un PC qui est le PC du chef à nous, qui est un PC de luxe, qui ne fait pas partie en fait de l'Active Directory, mais c'est pas grave, je peux quand même l'administrer. Au passage, vous remarquerez qu'on peut administrer avec Windows Intune des ordinateurs physiques comme des ordinateurs virtuels, par exemple dans des environnements VDI. À partir de là, on va avoir plein de choses, pas mal d'informations. Par exemple, je prends ce PC physique, je suis capable de savoir son état général, est-ce qu'il y a eu des problèmes de sécurité ou pas, quelle est la version d'antivirus. Je suis capable
de voir quelles sont les mises à jour. Est-ce qu'il y a des programmes malveillants qui ont été détectés à un instant T sur cette machine? Je peux également avoir un état complet du matériel de la machine. Donc, imaginons que cette machine se fasse voler, par exemple, pas de problème, j'ai ici son numéro de série. Mais j'ai également toute l'information matérielle relative. Donc, je suis capable de dire, ah oui, le disque dur est de telle marque, etc., je vais le changer, etc. Je peux également faire un inventaire logiciel, donc savoir quels sont les logiciels installés par mon utilisateur sur sa machine d'entreprise ou machine personnelle. D'accord. Et puis, on peut gérer les mises à jour, donc mises à jour Microsoft. Désormais, on peut également gérer les mises à jour non Microsoft, important pour tous les plugins et autres au navigateur notamment. On est capable d'avoir un état complet du parc en termes de menaces, ce qu'il y a pu avoir, en termes d'alerte. Là, je vois par exemple ici que j'ai quand même eu 17 logiciels malveillants qui sont arrivés en fait sur ma plateforme les derniers jours, le temps que ça charge, à la vitesse du cloud. Donc là, je peux me dire, il y a peut-être un problème. Quel est l'ordinateur qui a été contaminé? Je peux aller le chercher, etc. Et puis, une des grosses nouveautés qui est arrivée en novembre avec Windows Intune, c'est la possibilité en fait de se servir de cette plateforme de software as a service pour déployer des applications sur les postes. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré qu'on pouvait détecter quelles applications étaient installées sur un poste d'entreprise ou pas d'entreprise, mais administré par Windows Intune. Eh bien, on est capable également de télédistribuer directement depuis le nuage des applications. Par exemple, ici quelques-unes, dont par exemple Skype, qui désormais fait partie du portfolio Microsoft. Voilà, Windows Intune en gros vous permet d'administrer depuis le nuage public vos PC qui sont en situation de mobilité ou les PC qui sont en VDI en fonction de vos besoins. Maintenant, on a également une solution qui fonctionne, parce que historiquement on l'avait dans l'entreprise, dans le data center, dans la gamme System Center, et je vous propose à Fabrice de nous parler un petit peu de tout ça. Alors avant de parler plus en détail des nouveautés de cette version 2012 de Configuration Manager, je vous propose tous ensemble de voir une petite vidéo. Laisse-moi faire, mon charge. Je vais te mettre l'application sur l'ordinateur. Non, tu peux pas. C'est l'ordinateur de papa. T'inquiète, je sais comment faire. Tu vois, j'ouvre le portail. Après, je sélectionne l'application. Et je clique sur Install. L'installation se lance toute seule. Et voilà, c'est parti. Il faut juste attendre. T'es sûr de toi? Oui, regarde. Ça y est, tu vas pouvoir l'ouvrir. Ça y est, ça marche. Papa ne le saura pas car c'est une application virtuelle. Merci SSM. Un grand merci à Franck et à ses enfants pour cette petite vidéo. Alors, comme on a pu le voir, beaucoup de nouveautés autour de cette version 2012 de Configuration Manager, des nouveautés autour de la mise à disposition d'un portail libre-service dans lequel les utilisateurs vont pouvoir installer les différentes applications qui sont mises à leur disposition par les différents administrateurs de l'entreprise, éventuellement en nécessitant une approbation de l'administrateur, mais bien sûr, qui dit consumérisation de l'IT, dit différents types de postes de travail. Au niveau de Configuration Manager, c'est la possibilité de pouvoir définir différents types d'installations en fonction du poste sur lequel je me connecte. Je me connecte sur mon poste d'entreprise, qui est mon poste primaire. Je vais pouvoir installer directement l'application localement sur mon poste de travail, ou bien j'ai mis à ma disposition un poste en VDI, et là, je vais avoir une procédure particulière d'installation qui va être par exemple de pouvoir streamer l'installation de l'application à partir des composants d'application virtualisation. Alors, qui dit consumérisation de l'IT dit le besoin dans l'entreprise de pouvoir gérer à la fois le PC classique, mais également tous ces devices qui arrivent dans l'entreprise, que ce soit des tablettes, que ce soit des smartphones. On va retrouver au niveau de Configuration Manager la possibilité de pouvoir justement gérer ces différents types d'environnements. Et bien sûr, lorsqu'on va parler de gestion de ces différents types d'environnements, c'est bien sûr dans un premier temps pouvoir les inventorier, mais également pouvoir les sécuriser. En effet, ces périphériques vont disposer d'un certain nombre d'informations liées à l'entreprise, et moi, en tant qu'administrateur, en tant que responsable de l'informatique dans mon entreprise, je souhaite sécuriser ces informations. Donc cette sécurisation, on va la retrouver au niveau de Configuration Manager, tout simplement en venant positionner un certain nombre de paramètres de sécurité au niveau de ces différents périphériques. Donc je vais retrouver ces paramètres de sécurité, par exemple, tout simplement,
venir imposer un code PIN à l'utilisation de ces différents périphériques. Lorsque je vais vouloir me connecter, par exemple, imposer un nombre de passwords particuliers. Au bout d'un certain nombre d'échecs sur l'introduction du password, je vais pouvoir bloquer et éventuellement effacer à distance le périphérique. Qui dit, je dirais, gestion du périphérique, dit également la possibilité de pouvoir disposer d'un inventaire complet où on retrouve les postes classiques, mais bien sûr également l'ensemble des périphériques de type device, iPad, iPhone, smartphone, Android, également, et en cas de perte d'un périphérique par l'utilisateur ou en cas de vol, la possibilité de pouvoir à distance directement provoquer l'effacement de ce périphérique et ainsi garantir la sécurité de l'ensemble des données de l'entreprise présentes sur ce périphérique. Donc voilà rapidement un bref aperçu de l'ensemble des nouveautés de cette version 2012 de Configuration Manager, beaucoup d'autres nouveautés que vous aurez l'occasion de découvrir durant ces Tech Days. Super, merci Fabrice. Merci aussi à Franck qui, si je ne me trompe pas, est un MVP Microsoft qui nous a fourni la petite vidéo qu'on a vue tout à l'heure. Donc on le voit en fait dès aujourd'hui, on est capable finalement d'intégrer des postes différents qui peuvent venir du domaine du grand public. Donc les scénarios de type Bring Your Own Device, on peut les supporter grâce à Windows Intune et grâce à System Center 2012, y compris dans un environnement multiplateforme. Alors, c'est bien de pouvoir les supporter, mais à la fin, pourquoi faire? Eh bien, notamment parce que ça va nous permettre ensuite de profiter des usages nouveaux que permettent ces nouveaux périphériques, et à commencer, bien sûr, par les interfaces naturelles, et notamment les interfaces tactiles. Alors, sur ce sujet, Clément, je crois que tu as une application tactile que tu souhaites nous montrer aujourd'hui. Voilà, donc j'ai une application, mais déjà j'ai un nouveau device. Donc je pense que vous aviez tous déjà entendu parler, voire vu la table Surface 1. Il y a un certain nombre de tables Surface qui sont disponibles sur la stand derrière. Je suis venu aujourd'hui avec la table Surface 2. Donc un nouveau device plus grand, un écran 40 pouces, un bel écran puisque c'est du LCD, un écran plus fin, une table plus fine finalement, bien qu'il y ait toujours le PC complet à l'intérieur. C'est une table sur laquelle on peut mettre les pieds. Pour une table, c'est quand même pratique parfois. Pratique. Et ça n'a pas toujours été comme ça. Et puis, toujours, la force de la table Surface, un système optique qui permet de voir ce qu'il y a sur la table, en particulier d'utiliser les tags. Et puis, une autre nouveauté, c'est la façon de l'utiliser, puisque cette table ici, je l'ai mise horizontale, mais on peut la mettre contre un mur, verticale, on peut l'incliner. Donc, pour l'entreprise, c'est tout un tas de nouveaux types d'utilisation possibles. Et ça, c'est vraiment une force pour tous les usages qu'on va pouvoir en faire. D'accord. Et cette table, elle fonctionne également sous Windows 7, c'est ça? Voilà, c'est une table Windows 7, donc on tire parti de toute la puissance de Windows 7 pour l'intégration dans le système d'information. On peut en faire ce qu'on veut finalement. D'accord, super. Donc tu as une application aujourd'hui que tu veux nous montrer? Voilà, moi je vous propose de voir une application qui a été faite pour Dassault Aviation et qui leur sert actuellement pour vendre des avions d'affaires. Donc c'est une application qui est en production aujourd'hui. C'est une application qui est en production. Et d'ailleurs, ça tombe bien, je sais que tu avais l'intention de t'acheter un avion pour ton usage personnel, donc je te propose de regarder ce qui se fait. Je cherche où je peux ranger mon quota. Ouais, je sais que tu veux souvent aller plutôt vers le Maroc, donc je pense que le dernier né de chez Dassault Aviation, le Falcon 2000S, pourrait correspondre à ton besoin. D'accord. Donc je te propose déjà d'aller voir un petit peu l'intérieur, vérifier qu'il y a quelque chose qui va correspondre à peu près au design de ton quota. Donc on a plusieurs types d'intérieurs disponibles. Chocolat, je pense que chocolat ça te va pas mal. Chocolat j'aime bien, c'est très bien. Eh ben écoute, je te propose d'aller vérifier qu'au niveau performance de l'avion, ça correspond à ce que tu veux faire. D'accord. Donc je sais que tu pars généralement de Paris. Oui. Et on va vérifier avec un petit tag que, avec le 2000S, voilà jusqu'où tu peux aller. D'accord, donc là c'est en posant le tag que la table a reconnu que tu voulais me présenter le Falcon 2000S, c'est ça? Exactement. D'accord. Donc voilà. Là en effet, pour le Maroc, les week-ends au Maroc c'est bon. En revanche, si je souhaite aller aux États-Unis, à Seattle pour un déplacement professionnel, là, c'est pas possible. Pour Seattle, ça risque d'être un peu juste avec le 2000S, en tout cas si tu veux pas t'arrêter pour faire une escale. Par contre, on peut toujours prendre le haut de gamme de chez Dassault, le Falcon 7X, et avec ça, pas de problème pour Seattle. Tu pourrais même aller regarder un film à Los Angeles si tu as envie. Bon, et par contre, c'est peut-être pas le même prix, non? C'est peut-être pas le même prix entre le 2000S et le 7X. Ce que je te propose, c'est de repartir avec cette carte sur clé USB. Comme ça, tu pourras te décider plus tard. Voilà, donc j'ouvre ici un porte-document, je mets ma clé USB, voilà, et je te mets la carte sur la clé. Voilà. Super. Bon, en attendant le Falcon, j'ai toujours une clé USB. Ouais, alors le Falcon, c'est peut-être un petit peu cher pour tes moyens, il faut savoir que c'est quand même quelques millions d'euros, ces petites machines. D'accord. Par contre, le développement de l'application, c'était quelque chose d'assez facile.
d'assez rapide, notamment parce que Surface, ça repose sur le développement WPF, que tout le monde connaît, enfin beaucoup de monde connaissent, .NET 4 évidemment, et puis un SDK, le SDK Surface 2, qui permet très facilement et très rapidement de développer des applications multitouch. D'accord. Et puisque c'est une application développée avec tous ces standards de développement et sur une plateforme Windows 7, j'imagine que tu pourrais facilement la porter, la rendre disponible sur d'autres types de machines également. Plus que facilement. D'ailleurs, je suis venu avec un petit tablette Windows 7 et j'ai la même application qui tourne dessus. Il faut savoir que c'est le même code, le même exécutable. Donc aucun problème de portabilité grâce au SDK Surface 2. D'accord. Cette application, elle a été développée, je crois, en partie par les équipes Microsoft Service. Voilà, donc c'est Microsoft Consulting Service qui a développé ça en partenariat avec Dassault Aviation et Digitas. Et il faut savoir qu'entre le moment du lancement du projet chez Dassault Aviation et le premier déploiement sur un salon, il s'est passé qu'1 mois et demi. Donc c'est vraiment du développement très rapide. Bien sûr, très très rapide. D'accord, bah écoute, merci beaucoup Clément. Merci. Donc on a là un premier exemple d'une application qui fait recours aux interfaces naturelles pour permettre, dans le cas précis à Dassault, de démontrer ses avions, que ce soit sur des salons avec le format Surface ou même dans une relation plus intime lors de démonstration des avions avec des clients potentiels à travers la tablette. Alors vous le savez, les interfaces naturelles ne se limitent bien évidemment pas au tactile. Vous avez peut-être, puisqu'on parle consumérisation, vu arriver dans vos salons récemment la reconnaissance des gestes, peut-être même la reconnaissance de la voix. Donc je veux bien sûr parler des environnements Kinect. On a annoncé la semaine dernière la disponibilité de Kinect pour Windows. Et déjà, on a toute une myriade d'applications d'entreprises qui ont été développées autour de Kinect pour Windows, qui laissent entrevoir beaucoup de possibilités pour le futur. Pour en découvrir quelques-unes, dans un premier temps, je vous propose de regarder cette petite vidéo. Nous avons commencé avec un capteur qui transforme les mouvements et la voix comme par magie. Xbox, lire. Nous nous sommes dit que ce serait vraiment sympa pour jouer. Et ça l'était. Et maintenant, des choses extraordinaires commencent à se produire. Le monde se met à inventer des choses auxquelles nous n'avions pas du tout pensé. Des choses inattendues. Des choses prometteuses. Des choses magnifiques. Tout le monde n'arrête pas de nous demander ce que nous allons faire de Kinect dans le futur. La vraie question est, et vous, qu'allez-vous inventer avec ? Alors ici, vous avez eu quelques exemples d'applications de développement possible de Kinect. En France, sachez que déjà des grands groupes industriels travaillent sur des projets innovants, sur des projets de recherche et développement. On a déjà en déploiement un certain nombre d'applications qui font appel aux technologies Kinect, que ce soit dans le domaine de la télémédecine, de l'enseignement à distance, ou même de la conception de produits industriels, à la fois dans le domaine automobile, mais également dans le domaine spatial et sur d'autres technologies également. Donc on le voit, beaucoup de possibilités qui sont offertes par les interfaces naturelles aujourd'hui. Mais Nayong, je crois que toi, ce dont tu voulais nous parler, ce n'est pas forcément les interfaces homme-machine, c'est plutôt les interfaces entre les hommes, les interfaces homme-homme finalement. Oui. Homme, évidemment, avec un grand H. Alors, interface homme-homme, ce que je veux dire par là, ce sont les interactions que nous pouvons désormais avoir dans nos organisations à la lumière des nouveaux usages qu'on a pu découvrir sur les médias sociaux tels que Twitter, LinkedIn ou encore Facebook. Donc, on s'attend aujourd'hui à retrouver ces nouveaux usages dans le monde professionnel via ce qu'on appelle les réseaux sociaux d'entreprise. D'accord. Donc je vais t'expliquer tout ça via un exemple tout simple. Le réseau social d'entreprise qu'on a mis en place chez Fabricam, mon entreprise, qui est fabricant de Windows Phone, comme par hasard, et j'ai tout simplement un rôle marketing dans cette boîte. Donc là, on va d'abord regarder sur mon ordinateur le portail de Fabricam. Super beau portail. Très beau portail. N'est-ce pas qui est ni plus ni moins qu'un portail SharePoint. Alors attends, j'ai préparé des slides pour ça. Voilà, SharePoint. Et c'est dans Office 365. C'est pour pas qu'on oublie ça. Dans le nuage. Donc. Voilà, dans le nuage Microsoft. D'accord. Donc on a particulièrement travaillé l'interface pour que ce soit joli. Hein.
pour une fois, on ne va pas se plaindre de la beauté de SharePoint, ou de l'absence de beauté, peu importe. Mais surtout, on l'a travaillé pour que ce soit complètement adapté à des usages sur tablette, par exemple. Donc, c'est cadeau, parce que tu le vaux bien, c'est pour toi. Encore tu peux jouer sur cette super. tablette. Voilà. Tu vas voir que tu peux jouer avec tes doigts, etc. Tu peux d'ailleurs regarder la news. Tiens, après la plénière, une session SharePoint avec témoignage de Renaud sur son propre réseau social d'entreprise. Instant pub terminé. Revenons à Fabricam. Alors, je vais te présenter 2 communautés qui comptent au quotidien dans mon entreprise. Mais avant de faire partie d'une communauté, comme dans tout réseau social, il s'agit de renseigner d'abord son profil. Ouais. Donc, c'est ce que j'ai fait. En mettant, alors il y a des informations qui viennent automatiquement de l'annuaire de l'entreprise, mais j'ai complété ces informations avec quelques mots-clés sur mes compétences. Donc, si jamais tu as une question sur la Corée du Sud, tu cliques sur ce mot-clé, tu me poses la question, que tu peux laisser sur mon mur et j'y répondrai ultérieurement. Tu l'as posé en coréen, là? Non, pas tout à fait, mais bon, on en reparlera plus tard. Alors, si on va sur le hub des communautés, la première communauté que j'aimerais te montrer, c'est celle qui regroupe tous les marketeurs de Fabricam de façon complètement transversale et où l'on partage les bonnes pratiques marketing. Donc, on retrouve à droite ici l'ensemble des membres de cette communauté. Ils sont tous offline parce qu'ils sont très occupés. Tous les documents pertinents à ma communauté qui sont stockés finalement à travers tout l'intranet, peu importe où ils sont stockés, on les retrouve suggérés ici. Et puis on retrouve évidemment les conversations. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est une communauté qui nous a servi par exemple à décider dans quelle ville nous allions lancer Fabricam 3, notre prochaine version, notre toute dernière version de Windows Phone. Alors on a choisi Paris-Lyon-Marseille pour X raisons dont on a discuté ici. Et c'était une bonne pratique marketing. D'accord. Mais si tu remarques, il y a quelqu'un qui a posté des remarques sur Nantes. Ces communautés nous servent aussi à mettre en valeur des idées, d'où qu'elles viennent, ce qui nous permet d'être innovants et d'être réactifs, et pourquoi pas de sortir des sentiers battus et sortir de nos habitudes. Car effectivement, on n'a pas l'habitude de lancer sur Nantes, de faire des lancements de produits sur Nantes. Il apparaît que Gianpaolo était en vacances près de Nantes. Il est tombé par hasard sur un lancement d'un concurrent. Il a partagé cette information et c'est là qu'on a commencé à investiguer. Et du coup, effectivement, ça aurait été un loupé si on avait manqué cette ville. Donc ce que j'ai proposé, tu vois ici, c'est d'aller chercher le chef de produit. Mais Nicolas, quand tu connais pas le chef de produit, comment tu fais? Alors, comment tu fais là? Heureusement que tu as ton moteur de recherche d'entreprise qui me permet sur un mot-clé, Fabricam 3, qui est le nom de votre nouveau produit, qui est le nom de notre V3, le nouveau Windows Phone. Alors évidemment, il y a plein de documents qui relatent Fabricam 3, mais je vais cibler ma recherche sur la personne, donc la recherche de compétences, et je tombe sur Vincent qui a une pastille verte. Alors qu'est-ce que ça veut dire la pastille verte? Ça veut dire qu'il est en ligne et disponible, et je vais pouvoir escalader directement en chat. Est directement visible dans SharePoint. Dans SharePoint, c'est complètement intégré. Alors, pourquoi? Parce qu'il est très important dans un réseau social d'entreprise de pouvoir à tout moment avoir des interactions complètement synchrones, que ce soit du chat ou un call ou une vidéoconférence. C'est des interactions très humaines. Là, on voit que Vincent est très loin de toi. Oui, il est très loin, mais là-bas. Très bien. Voilà. Donc, vous utilisez la Donc, messagerie. admettons qu'on ait eu cette conversation et que je lui ai fait part de nos inquiétudes sur Nantes et qu'il ait pris ça en compte. Ouais. J'ai fait mon devoir au sein de ma communauté. Mais tu vas me dire, là, je suis devant mon PC, mais qu'est-ce qui se passe quand je suis en situation de mobilité? Parce que c'est une des grandes tendances. Nous sommes tous mobiles avec nos devices, etc. Alors, j'ai un espace de brainstorming où nous avons un OneNote partagé dans le cloud grâce à OneNote Web Application dans Office 365. C'est une application. Cet espace de brainstorming, je le retrouve également sur mon beau téléphone Nokia. Enfin, le mien, on me l'a juste prêté pour la démo, donc si je pouvais le garder après, ce serait chouette. Donc, votre endroit idéal, alors c'est juste qu'on cherche un endroit idéal pour notre conférence de lancement. Justement pour le lancement du Fabricam. Pour le lancement du Fabricam 3. Là, je pense que le Palais des Congrès, c'est pas mal. Donc, si j'ai envie de partager la photo de ces lieux,
Je vais déclencher la caméra et puis je vais prendre une petite photo de la salle. Un petit sourire, s'il vous plaît. Un sourire. Je vois devant qui sourit pas là. Voilà. Je vais accepter la photo. D'accord. Donc je l'insère en fait dans cet espace et puis évidemment c'est le temps que ça se synchronise parce que c'est quand même dans le cloud. Donc je vais lui laisser le temps de synchroniser puis on va voir comment ça apparaît ici. Ce que je te propose c'est de forcer peut-être un petit peu le rafraîchissement de la page pour les besoins de la démo. Et voilà, en quelques secondes, j'ai partagé avec l'ensemble de ma communauté la photo. Magnifique. Et ils vont pouvoir me dire si ils sont d'accord ou pas. Magnifique, super. Voilà. Alors, interaction homme-homme ou homme-femme, il ne faut pas oublier qu'une organisation ou une entreprise, ce sont des hommes et des femmes qui se regroupent autour de projets et d'objectifs communs, mais aussi de passions. Bien sûr. Donc, la deuxième communauté dont je voulais te parler, c'est le club photo. D'accord. Le club photo, alors il faut que je revienne sur le hub, évidemment. Le club photo qui regroupe tous les photographes de Fabricam et chacun y partage ses meilleures photos. Moi, ma passion, c'est un peu le portrait. Très bien, celle-là. C'est le portrait. Donc c'est une petite case dédiée pour la journée plénière J1 où ils sont fiers d'être devs. Voilà. Donc après, tu vois, Gianpaolo, il adore. Tu aimes la belle photo. Et tu vois, j'ai déjà 3 likes alors que je l'ai partagé hier. Super. Ok, donc ça, en fait, là, tu me parles finalement d'une passion personnelle que tu vas exprimer dans le cadre de ton entreprise via une communauté qui partage cette passion. Une bien belle communauté. Mais cette communauté, j'imagine, tu la retrouves également sur des réseaux sociaux personnels où tu peux aussi partager ta passion pour la photo ou d'autres passions d'ailleurs. Et en fait, est-ce que tu te retrouves pas un petit peu avec plusieurs communautés disjointes entre, d'une part, les réseaux sociaux d'entreprise, les réseaux sociaux personnels? Comment se fait le lien, la jointure aujourd'hui? Alors, ça fait partie de mon environnement professionnel et on a des outils qui permettent de faire vraiment le lien. Ma messagerie Outlook, tout simplement. Alors, j'ai l'Outlook Social Connector qui, pour l'intérieur de l'entreprise, me permet de me connecter au profil personnel que tu as vu. Là, Sébastien Champion, alors tu vois, il a une bonne tête de champion, là. C'est un client avec qui je travaille et je suis connectée avec lui parce que je suis assez proche sur LinkedIn et sur Facebook. Et du coup, je retrouve non seulement les échanges mails que j'ai eus, mais également tous les statuts qu'il a partagés sur LinkedIn et Facebook parce que je suis connectée avec lui. Alors, ce message... Parce que je reviens toujours à mon téléphone, je suis quelqu'un de très mobile. Ce message, je vais le retrouver également ici, grâce au pouvoir du cloud. Donc voilà. Et si je clique sur Sébastien Champion, eh bien, je retrouve exactement les mêmes statuts que j'avais sur la messagerie. Et là, ici. Sans passer par des applications spécifiques, tu as finalement c'est en une natif. vue unique. C'est en natif. Ce sont toutes les updates que je pourrais avoir à travers tous ces profils. C'est vrai pour Monsieur Champion. Mais c'est aussi vrai pour l'ensemble de mes contacts que je vais retrouver dans le hub People de mon téléphone. Ici, j'ai l'intégralité de toutes les interactions que je pourrais avoir avec l'ensemble de mes contacts. À la fois sur des réseaux sociaux personnels, professionnels, et puis des échanges du type des documents, des emails, tout ça sur la même interface. D'accord, donc ça te permet de récupérer toutes les informations de tes communautés personnelles, communautés professionnelles dans un même endroit. Est-ce que de la même manière, tu peux aussi utiliser cette interface pour publier d'un endroit unique vers la totalité de tes communautés? Bien sûr. Alors dans le Windows Phone, quand on va sur mon profil, je peux aller publier un message et choisir les réseaux que je veux, sur lesquels je veux publier ce statut, Twitter, LinkedIn, Facebook. Je vais d'ailleurs en profiter pour publier un petit message de joyeux anniversaire à Monsieur Champion. C'est Eric, non? C'est l'anniversaire d'Eric. Oui, en fait c'est Eric Mitlet. Voilà. D'accord. Ok, bon anniversaire Eric. Merci beaucoup Nayong. Donc Nayong vient de publier un tweet, je crois que tu as également publié sur Facebook et LinkedIn en même temps pour l'anniversaire d'Eric, l'anniversaire Eric. Donc ce genre d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux, elles sont évidemment en très grand nombre, en très grand volume, en très grande quantité, mais ça peut être des informations absolument critiques pour la vie de l'entreprise. En l'occurrence, Vincent, tu travailles au lancement de Fabricam 3, et puis on a tout à l'heure, Nayong t'a interrogé sur la disponibilité de Fabricam 3 sur la région Grand Ouest. Est-ce que tu es en capacité d'écouter sur les réseaux sociaux les informations que peuvent te donner les consommateurs pour affiner ta stratégie de lancement?
C'est vrai qu'on compte en dizaines de millions, finalement, le nombre de publications quotidiennes sur Facebook, Twitter, YouTube, Viadeo ou tous les grands réseaux sociaux. Et on va voir que le social CRM, c'est vraiment le mode de réaction de l'entreprise face à la prise de pouvoir du consommateur sur la relation client et plus globalement sur la communication. Alors avec Dynamics CRM, on va vraiment donner du sens, finalement, à toutes ces données qui transitent sur les réseaux sociaux, d'abord en les capturant, ensuite en les analysant, et surtout en essayant de les monétiser. Alors Nayoung tout à l'heure a attiré notre attention sur le fait qu'on avait peut-être été un peu léger dans la couverture géographique pour le lancement de notre produit Fabricam 3. Je vais regarder sur Twitter une petite recherche par mots-clés qui concerne ma marque et mon produit. D'accord. Automatiquement, il va... je vais le refaire. Windows Phone, retrouver tous les tweets qui parlent de mon produit et de ma marque. Et donc là, tu es dans ton interface CRM. Oui, on est vraiment au sein de CRM Online, là, dans Dynamics CRM. Et on peut voir donc tous les tweets remontés notamment par un internaute breton qui a l'air de faire part de son insatisfaction quant à la disponibilité de nos produits. D'accord. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais importer ce contact que je ne connais pas pour l'instant dans mon système sous la forme d'un client potentiel. Et ça illustre bien ce qu'on appelle la vue à 360 degrés de l'information. Son nom, son prénom, son email, son numéro de téléphone, son nombre d'amis, ses comptes Twitter, Facebook, sont autant de données que je vais pouvoir collecter via le système. Je vais pouvoir gérer aussi toutes mes interactions avec lui et notamment commencer par lui répondre directement en lui disant pas de souci, ils arrivent. Donc là, tu réponds à un tweet directement à partir de ton interface CRM online. Et mieux que ça même, on dit souvent qu'un client satisfait en parle à 3 de ses amis, qu'un client en colère en parle à 3000. Je vais directement, grâce au module marketing, l'inviter à ma prochaine campagne de lancement que j'organise sur la région bretonne dans les toutes prochaines semaines. D'accord. Ok, donc là on voit que c'est une interface très puissante pour le marketing B2C. Est-ce que tu utilises également cette même interface pour prévoir tes activités en B2B? Oui, c'est une des caractéristiques de notre offre, qu'on parle de B2B, de B2C, de B2B2C. Dynamics CRM a vraiment la possibilité de s'adapter à tous les modèles de vente. Et on voit que derrière cette notion de client, on peut étendre le concept vers le partenaire, le fournisseur, le citoyen, l'administré, et faire ce qu'on appelle du XRM. C'est vraiment un progiciel, une plateforme applicative qui se veut entre l'application intégrée et le développement spécifique, car tu vas pouvoir directement, via les écrans de paramétrage, complètement designer le modèle de données, rajouter des champs, modifier les formulaires, rajouter des entités. On va également pouvoir complètement modéliser les processus métiers d'entreprise qui vont régir le fonctionnement interne de l'outil. On va pouvoir gérer globalement les droits d'accès, les rôles et responsabilités qu'on va donner aux utilisateurs pour construire de toutes pièces des applications métiers. Avec un grand différenciant, c'est qu'on n'a pas de dogme, nous, en termes de déploiement, le nuage ou sur site. On propose la réversibilité complète du modèle, donc du paramétrage et de licensing, pour laisser à nos clients le pouvoir du choix en matière de déploiement. D'accord, donc finalement, c'est un outil de gestion de la relation avec tes clients à 360 degrés. Exactement. Et si d'ailleurs je reviens sur notre petit scénario, on a traité tout à l'heure notre problématique de client final avec notre internaute breton. Il va falloir que maintenant j'analyse un petit peu plus dans le détail ce qui se passe quand même au niveau de mon réseau de distribution. Et grâce aux fonctionnalités de reporting natives qui sont livrées avec la plateforme, je vais pouvoir zoomer comme ça dans la liste de mes distributeurs et faire encore un zoom plus précis sur la dimension stock de Windows Phone que je peux avoir chez mon réseau de distribution. Et automatiquement, je vais pouvoir planifier une campagne de visite pour mes populations commerciales nomades qui sont sur le terrain. Très clair. Donc en fait, là, tu envoies une activité directement à des commerciaux de l'entreprise qui peuvent être, pourquoi pas, proches de la région Grand Ouest aujourd'hui, c'est ça? C'est exactement ça. Je vais aller au bout de la manip. Et là, automatiquement, est-ce que tu reconnais cet outil? Il me semble que ça ressemble beaucoup à Outlook, mais pas tout à fait. C'est Outlook? Oui, c'est le CRM directement dans Outlook. Pour faciliter en fait la prise en main de l'application, on a mis toutes les fonctionnalités du CRM à l'intérieur d'une interface familiale et conviviale. En tant que commercial, je peux visualiser l'ensemble de mes indicateurs. Je peux également suivre mon plan de rendez-vous qui vient d'être créé, géolocalisé sur une carte Bing Map. Et puis plus globalement, je peux accéder à l'ensemble de mes données en mode hors connexion qui me permettront d'avoir des prises de décision efficaces sur le terrain. Super. Écoute, merci beaucoup Vincent. Donc ce qu'on vient de voir à travers cette démonstration, c'est finalement comment on a pu utiliser des données issues des réseaux sociaux grand public,
transformer ces données en données d'entreprise, et puis transformer ces données d'entreprise en informations pertinentes qui permettent d'accélérer la prise de décision et de nourrir directement la force commerciale d'activités sur le terrain, et ce en temps réel. Donc sur cet exemple, ça a fonctionné très bien, c'est une application très intéressante. Maintenant, si on réfléchit un petit peu, les données qui diffusent sur les réseaux sociaux, c'est des données qui sont en énorme quantité. On parle de centaines de millions d'utilisateurs qui peuvent poster du texte, mais également des images, pourquoi pas de la vidéo. Donc on a une énorme richesse des données. Et puis par ailleurs, ces données, elles évoluent également très vite. Il y a des conversations qui tout d'un coup explosent, on parle de buzz, et puis qui tout d'un coup peuvent dégonfler également, les données peuvent disparaître. Donc bref, on a affaire à de grandes données, une grande volumétrie, une grande diversité, et puis également beaucoup de vélocité. Donc tout ça, c'est ce qui caractérise le big data. Je vous avoue que pour moi, big data, c'est un phénomène un tout petit peu compliqué à comprendre. Mais Dieu merci, Benjamin, je crois que ta démonstration va nous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Voilà, oui Nicolas, effectivement. J'ai sur ma ferme web des logs IIS, donc ces traces laissées par les internautes qui s'accumulent sur des blobs Windows Azure, et je vais vouloir analyser le comportement des internautes authentifiés de façon à extraire les données liées à leur session. Donc j'ai ici la liste des données qui sont sur ces blobs, ces logs IIS. J'ai regardé, il y en a pour un peu plus d'un téraoctet. Donc un téraoctet, c'est pas énorme dans le monde du big data, mais pour resituer les choses un peu, si on prend ce livre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, il fait juste 1 méga. Donc en fait, il faudrait 1 million de personnes pour arriver à écrire la même quantité de texte que celle que j'ai ici. Dans tes logs IIS. Dans mes logs IIS, exactement. Et donc ces logs, eh bien, ils ont pas une structure très précise, et donc il va falloir que j'extrais ces données de session. Et donc pour ça, il va me falloir du code. Ce code, je vais pas rentrer dans le détail, hein, bah non, mais on n'est pas en J1, hein, attention. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai changé le t-shirt, j'ai mis la chemise, donc on va donc les extraire, par exemple ici le session ID parmi la liste des cookies. D'accord. Dans ce log. Ensuite, il va nous falloir également des machines et un cluster. Donc le cluster, c'est un logiciel open source, Apache Hadoop, que nous avons adapté à Windows Azure, mais également à Windows Server. Et donc, il va nous falloir également des machines. Et donc, Windows Azure, là, en l'occurrence, va nous en procurer. D'accord. Et voilà la tête du cluster, avec entre autres une console interactive JavaScript, puisque Microsoft propose de contribuer en retour à cette utilisation de l'open source l'implémentation JavaScript. Donc après, je vais pouvoir configurer au niveau Hadoop de mon cluster les coordonnées de mon compte de stockage où il y a mes logs IIS, et puis je vais pouvoir ainsi les recopier sur le système de fichiers distribués HDFS de mon cluster Hadoop. Une fois que j'aurai exécuté ça, eh bien, je vais avoir des données plus structurées avec ces deux types de fichiers plats, enfin l'équivalent de fichiers plats, qui sont ici. Donc, je vois dans ma console JavaScript. Donc, en premier lieu, le résumé de ce qui se passe dans une session avec le username, etc. Et puis, il y a un autre type de table, en fait, qui va être le détail de chaque session. Donc là, on a structuré un petit peu ces données pour qu'elles deviennent plus faciles à exploiter. Exactement, on les a structurées, éventuellement réduites aussi. Et voilà. Donc ensuite, je vais rajouter des métadonnées dans Hive pour pouvoir voir ces fichiers plats sous forme de table relationnelle. Et ensuite, après avoir ouvert le port ODBC de mon cluster, je vais pouvoir récupérer ces données, en tout cas les premières données, dans Excel, de façon à pouvoir voir si la structure me convient. Et une fois que j'aurai vérifié que cette structure convient, eh bien, je vais pouvoir également les envoyer dans SQL Server, de façon à pouvoir les manipuler, mais là, du coup, avec des jointures, puisque j'ai mon Session ID au niveau du header et des details, donc avec ce package SSIS qui, lui aussi, utilise ODBC. Donc là, tu avais des données que tu as consolidées, que tu as mis dans un public cloud pour pouvoir les travailler, les simplifier un petit peu, voire en réduire la taille, et puis finalement, tu veux les ramener dans l'entreprise via l'infrastructure SQL Server en place. Exactement. Pour pouvoir les analyser par la suite, c'est ça? Voilà. Et il me reste encore des dizaines de millions d'enregistrements. Et donc, Pascal, peut-être que tu vas nous montrer comment est-ce qu'on gère tous ces enregistrements, peut-être sur une seule machine au lieu de tout un cluster.
En effet, donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue aux internautes qui nous suivent en direct. En effet, on a aussi besoin de stocker une grosse volumétrie de données chez soi, dans ses propres data centers. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une nouvelle version d'SQL Server qui s'appelle SQL Server 2012 qui va sortir dans quelques semaines. Parmi les nouvelles fonctionnalités de ce moteur de base de données, il y a Always On qui va assurer la haute disponibilité de vos applications, mais il y a aussi une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Column Store Index. L'objectif de cette fonctionnalité, c'est de démultiplier les performances de vos requêtes ensemblistes, donc les requêtes de type DataWare, qui vous permettent de prendre ensuite des décisions métiers. Dans cet exemple ici, j'ai une table qui s'appelle Purchase, et comme vous le voyez ici, il y a plus de 100 millions d'enregistrements dans cette table, et le stockage total de cette table, c'est 3 gigas. Cette base de données se trouve sur mon laptop en ce moment dans une virtual machine. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai exécuté une requête ici qui ramène un ensemble de ventes de DVD dans certaines catégories de DVD. Et vous voyez que globalement, le temps qui a été nécessaire pour cette requête est de 80 secondes. Il n'y a pas encore l'index en question. On va maintenant créer ce nouveau type d'index, donc le Non-Cluster Column Store Index, dont je l'ai déjà fait. Vous voyez qu'il prend un peu plus de 5 minutes à la création. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de prendre le temps d'exécution sans l'index et de le stocker dans ce fichier Excel pour le moment. On va revenir maintenant ici et on va exécuter exactement la même requête, mais une fois que l'index a été créé. Et vous allez voir en fait que le temps d'exécution d'exactement la même requête va tomber à 4815 millisecondes. Et si on revient en fait dans ce fichier Excel, on voit qu'on a un ratio de 17, donc on est allé 17 fois plus vite. Je vous ai mis en perspective dans le tableau en bas des requêtes classiques. Donc imaginez-vous que si vous avez une requête qui dure 24 heures, ça veut dire qu'aujourd'hui cette requête durera 86 minutes. Il y a deux manières de voir les choses. La première, c'est de dire, du coup, vous allez avoir le résultat de vos requêtes beaucoup plus rapidement et prendre donc une décision business, métier, beaucoup plus rapidement. La seconde manière de voir les choses, c'est de dire, puisque vous mettez plus que 86 minutes à tester un scénario, ça veut dire qu'en 24 heures, vous pouvez en tester beaucoup plus. Et là où avant, vous vous restreignez en disant, je n'aurai pas le temps de tester ce scénario parce que ça prend 24 heures, maintenant, on pourra le faire puisque ça prend plus que 86 minutes. D'accord, donc là, on a un jeu de données totalement non structuré, qu'on va mettre dans le cloud public avec Azure pour permettre un peu de le structurer, de le travailler, le renvoyer ensuite dans le cloud privé sur SQL Server 2012 pour en faciliter finalement la manipulation rapide. Absolument. Alors maintenant, si je veux republier ces données vers l'extérieur, si je veux de nouveau les envoyer sur un cloud public pour les partager, pourquoi pas avec des partenaires de l'entreprise, comment je fais ça, Pascal? Alors ça, c'est tout à fait possible. On a donc la version de notre moteur de base de données qui s'appelle SQL Azure et qui est présente dans le cloud. Et avec SQL Azure, en fait, on a une fonctionnalité qui s'appelle SQL Azure Data Sync. Et cette fonctionnalité, en fait, elle vous permet de pouvoir synchroniser une base de données que vous auriez on-premise dans vos propres data centers avec une base de données dans le cloud. Et la synchronisation va avoir lieu pour vous automatiquement. Je vais vous donner une idée d'usage de ce type de technologie. On a des clients qui mettent en place ces technologies pour acheminer une donnée qui se trouve sur le continent américain jusqu'au continent asiatique sans jamais passer par leur propre infrastructure. Comment ils font? Ils synchronisent leur base de données locale sur le continent américain avec SQL Azure. Ils utilisent nos propres data centers pour transporter la donnée de l'Amérique vers l'Europe, puis vers l'Asie, puis ils redescendent la donnée sur le continent asiatique pour pouvoir la consommer localement. Donc c'est ça aussi l'intérêt d'SQL Azure Data Sync. D'accord, donc là tu as republié les données de nouveau dans le cloud à l'aide d'Azure, ce qui va te permettre aussi, j'imagine, de prendre de nouveau d'autres sources de données externes à l'entreprise et de peut-être pouvoir faire une analyse en mélangeant un petit peu toutes ces données qui viennent de l'entreprise, mais également des données externes. Absolument, Nicolas. Ce que tu décris ici, c'est un processus ETL, Extract, Transform and Load. Typiquement, aujourd'hui, je te confirme, aujourd'hui, on a ce produit-là dans SQL Server, c'est un composant qui s'appelle SSIS. Mais le problème de ce composant, c'est quoi? C'est qu'il est technique, donc il s'adresse à une population technique. Ce qui nous manquait, c'était un ETL self-service, qui permette à des analystes de pouvoir faire le type de fonctionnalité qu'on attend d'un ETL sans pour autant connaître correctement la technique. Donc j'ai le plaisir de vous annoncer la disponibilité publique aujourd'hui de ce qu'on appelle Data Explorer en version bêta. Donc ça sort des labs d'SQL Azure. C'est un ETL self-service qui va permettre à n'importe qui de pouvoir croiser des données de manière hétérogène. Des mots à haut risque, donc, sur une version bêta. Exactement, on est à haut risque, tout à fait. On est sans filet ici. Donc ce que vous voyez en face, là, devant vous, c'est le Workspace Data Explorer. Et vous allez créer des mashups de données. Donc je vais aller sur un mashup que j'ai déjà préparé à l'avance pour aller un peu plus vite. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je me suis déjà connecté à la base SQL Azure dont on vous a parlé juste avant.
Ce que vous voyez ici, c'est des ventes de catégories d'appareils, donc de smartphones, en fonction d'un âge, pour un département donné, et vous avez la quantité qui a été vendue. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que je vends suffisamment compte tenu du recensement de la population dans le département en question. Donc, qui dit recensement, dit données INSEE. Alors, il se trouve que je me suis connecté à un flux OData qui m'expose quoi? Les données de recensement dans le département de l'Essonne avec le nombre, l'âge des gens et le nombre de gens qui ont cet âge-là. J'ai ici un document Excel que j'ai uploadé de la même manière. Donc, vous voyez que j'ai 3 sources complètement hétérogènes et qui viennent d'univers différents. Ben, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai à la fin combiné l'ensemble des informations. Ici, ce que vous voyez, c'est que j'ai l'ensemble des 3 sources qui sont présentées sous forme de colonnes. Vous avez à la fois SQL Azure, Excel et le flux OData à la fin. Et ce que je vous présente ici, c'est l'approche pipeline. Vous allez commencer à faire des transformations au fur et à mesure grâce aux outils qu'on vous fournit ici. Typiquement, vous allez choisir le type de colonne que vous voulez voir, puis vous allez ordonner les colonnes que vous voulez voir, vous allez trier les colonnes en fonction de votre choix, vous allez appliquer des formules pour éventuellement remplacer des valeurs qui ne vous vont pas, et enfin, vous allez décider à la fin de renommer vos colonnes pour les publier. D'ailleurs, qui dit publication dit comment on va faire dans la partie Data Explorer. Je vous propose de revenir dans le workspace ici. Je vais cliquer sur mon mashup, et vous voyez ici l'analyse que je viens de vous décrire il y a 2 secondes qui est disponible. Et bien, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais publier cette donnée. On va l'appeler typiquement droite au but, par exemple. On va la republier. Et ce que je vais vous montrer ici, c'est que maintenant, cette donnée est entièrement disponible sous plusieurs formats. Vous allez pouvoir l'exposer en CSV, en fichier Excel, mais aussi en flux OData. Et quel est l'intérêt de tout ça? C'est que, en parallèle de Data Explorer, on vous fournit une place de marché où vous allez pouvoir échanger entre vous des données ou des applications, quitte à les monétiser. Il y a une partie des données qui seront gratuites, d'autres qui seront monétisées. Donc non seulement vous pouvez venir consommer des données des autres, mais également vous-même les proposer à l'exposition. D'accord, donc en fait tu prends toutes ces données, tu crées de la valeur en analysant des tendances par exemple, et là tu peux republier ces données sur Azure et les monétiser le cas échéant via la marketplace. Absolument. D'accord, donc l'objet de cette présentation Big Data, c'était de bien simplifier un petit peu les concepts. Là j'avoue que entre les log IIS, l'ETL, je sens qu'on y arrive quand même parce qu'on republie, on crée de la valeur business qu'on publie dans Azure via des flux open data. Je comprends bien ce qu'on peut en retirer pour le business. Par contre, côté usage, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de rendre ces données encore un peu plus sexy pour l'utilisateur final? Damien, je crois que tu veux nous montrer quelque chose là-dessus. Tout à fait, Nicolas. Alors en fait, justement, pour permettre à tout à chacun d'aller explorer ces données, de pouvoir trouver des indicateurs qu'il ne serait pas tout possible de trouver par des requêtes classiques, on va utiliser une fonctionnalité qui vit dans Internet Explorer et qui vient avec SQL 2012, qui s'appelle Power View. C'est-à-dire que tout le monde va pouvoir se connecter dessus. Là, j'avais commencé à travailler, avant de commencer cette plénière, à regarder le catalogue de produits et à regarder les ventes qu'on avait en fonction des différentes régions. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder en quelques clics, en fonction de la démographie des personnes qui ont acheté ces téléphones, eh bien, quelle est la quantité qu'ils ont acheté. Donc, en quelques clics, je vais obtenir mon tableau. Et puis, l'intérêt, c'est que ce tableau, moi, j'aime bien voir les choses, donc on va l'afficher sous forme de colonne, sous forme d'un histogramme. Donc, en quelques clics, on a commencé à regarder les choses. On va pouvoir aussi rajouter des informations autour des catégories des téléphones. Donc, si je choisis mes catégories de téléphones, encore une fois, on va demander là plutôt le revenu qui est associé à chacun de ces téléphones. Je l'affiche sous forme d'histogramme. Et là, je vais pouvoir commencer à regarder les données, je vais pouvoir commencer à interagir avec ces différentes données. Donc, par exemple, si je regarde quelles sont les personnes d'un niveau intermédiaire, quels sont les téléphones qui consomment, eh bien, je vais avoir la liste des téléphones qui va être filtrée. De la même façon, si je veux regarder par catégorie, eh bien, je vais voir quel type de population consomme un téléphone de type professionnel. Et tout ça dans une interface web avec des données qui sont publiées, qui restent dans le cloud public. Privé plutôt. On est sur du SQL d'entreprise, c'est-à-dire que ça va se faire au sein de l'entreprise. Et ces données, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir les utiliser au cours d'une présentation. Alors, les données business, qu'est-ce qu'on en fait en général? On le met dans une présentation, un PowerPoint, qu'on va présenter lors du comité de direction ou autre. Donc là, je vais l'exporter dans PowerPoint. Et un petit peu comme on a travaillé avant, eh bien, cette présentation, elle est déjà prête. J'ai fait j'ai préparé mon rapport. Donc là, tu es sur PowerPoint, sur une tablette. Sur une tablette. D'accord. Et là, je vais non seulement retrouver le rapport d'une image fixe,
mais aussi je vais pouvoir interagir avec ce rapport. Donc là, je vais me reconnecter à ma source de données dans PowerPoint en mode présentation, donc très classique. Et là, je vais pouvoir retrouver le même niveau d'interaction que ce que j'ai fait lorsque j'ai dessiné mon rapport, mon niveau d'interaction. Je peux aller même un petit peu plus loin, et si je regarde juste des données de ce type-là, c'est intéressant. Mais là, j'ai changé mon rapport, au lieu d'un histogramme, je l'ai affiché sous forme de nuage de points. Et ce nuage de points, eh bien, va me permettre de regarder dans le temps l'évolution de mes ventes, en fonction des différents types de produits, en fonction du revenu qui est associé, et en fonction de la profitabilité de chacun de ces produits. Et là, je remarque qu'en 2010, on a eu une explosion d'un certain type de produit. Je vais pouvoir filtrer sur ce produit et regarder eh bien, l'explosion qui a eu lieu. On a vu qu'on a eu un véritable pic de vente, et on se rend compte que c'est associé à un changement d'un modèle de vente, d'un modèle de packaging qui est associé à ce produit. Ça permet d'explorer très simplement, en quelques clics, eh bien, les tendances que l'on a en termes de vente dans mon entreprise. Ouais, alors là, tu m'as totalement convaincu. Je peux garder la tablette éventuellement? Écoute, je te propose d'aller faire cette présentation au comité de direction de Microsoft ou ton entreprise directement. Allez, c'est parti. Merci beaucoup, Damien. Merci. Merci, messieurs. Donc, on a vu en quoi, via les technologies Big Data, on est capable d'aller intégrer des données qui ont une très très forte volumétrie, avec une grande vélocité, et puis des données qui peuvent apparaître, disparaître, et qui sont également très riches et pas forcément très bien structurées, et puis aller jusqu'au bout de l'analyse pour transformer finalement la donnée numérique de l'entreprise en information, puis en décision, et puis à la fin en business additionnel pour l'entreprise. Alors bien sûr, toutes ces analyses, toutes ces technologies nécessitent une modification, une mise à jour, une adaptation auprès de l'infrastructure dont on bénéficie dans l'entreprise. On a parlé de technologies de cloud privé. Alors il se trouve que sur ce sujet, on a un partenariat particulièrement actif avec HP. Donc j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Philippe Rulot. Philippe est Bonjour Nicolas. Bonjour Philippe. Philippe est le directeur de l'activité serveur x86 chez HP en France. Bonjour, bienvenue au TechDesk, Philippe. Merci. Tout d'abord, je voudrais remercier Microsoft pour cette invitation. C'est un véritable privilège pour nous, HP, d'être ici avec vous au TechDesk, et en particulier sur cette scène. Alors, HP et Microsoft, c'est plus de 25 ans de collaboration stratégique. Et il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, nous avons lancé un programme d'investissement commun de 250 millions de dollars, appelé Infrastructure to Application, dont l'objectif est de développer des solutions d'infrastructure logicielles et matérielles, pré-packagées, prédéfinies, des appliances, pour vous permettre de déployer des solutions et de répondre aux challenges que vous rencontrez autour des solutions de virtualisation de postes de travail, autour des solutions de messagerie, de virtualisation, de cloud computing et aussi de gestion de données dont tu parles en ce moment. Et donc si on prend le sujet de ces appliances dans la gestion de données, qui est en effet un sujet qu'on a évoqué avec notre démo précédente, concrètement, les appliances HP, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça, ce que vous voyez derrière moi. Donc ces investissements nous ont permis de mettre sur le marché toute une gamme de solutions qui répondent à l'ensemble du cycle de vie de la donnée dans l'entreprise. Alors tout d'abord sur la gauche, l'activité transactionnelle avec le Database Consolidation Appliance. C'est une solution qui permet de centraliser, de consolider, d'optimiser jusqu'à 2000 bases de données et 500 téras de données. Donc une solution très performante pour ce type de besoin. Nous avons aussi des solutions de Data Warehouse qui correspondent à toute une typologie de besoins. La plus simple, la Business Decision Appliance, la Business Data Warehouse Appliance, excusez-moi, qui s'installe en quelques heures et qui permet de gérer jusqu'à 5 téras de données. Nous avons des solutions intermédiaires ou pour les data warehouse périphériques, la gamme Fast Track qui permet de gérer jusqu'à 100 téras de données. Et puis une solution high-end pour la grande entreprise, l'Enterprise Data Warehouse, qui permet de gérer jusqu'à 600 téras de données et qui offre des performances parmi les meilleures du marché. D'accord. Et puis tu as également, pour les décisions business, pour faciliter les décisions, une appliance spécifique sur ce sujet. Voilà, parce qu'on stocke les données, on les agrège, mais faut-il encore pouvoir les exploiter, les analyser pour pouvoir prendre des décisions. Donc on a une appliance de BI qui permet de faciliter l'édition de rapports avec les outils Microsoft et de les partager simplement de façon sécurisée à l'aide des outils SharePoint que vous connaissez tous. D'accord. Les bénéfices de ces appliances pour nos clients? Alors pour vous, tout d'abord, toutes ces solutions sont basées sur des standards, les serveurs x86 HP, les solutions Microsoft, Windows Server, SQL Server. Donc pour vous, c'est pérennité des investissements, mais c'est aussi une facilité de gestion des compétences.
Et évidemment, tout ça a une incidence sur les coûts d'investissement, les coûts d'opération. Nous avons des offres très très attractives dans ce domaine-là. Ces solutions sont vraiment simples et rapides à déployer parce qu'elles sont préconfigurées, préinstallées. On vous les livre dans des racks. Il n'y a quasiment rien à faire. Et puis elles sont simples d'usage puisqu'on fournit une console unifiée avec System Center. Qui est une interface unique pour le gérer, et puis on offre un guichet de support unique en cas de problème pour répondre à toutes vos questions, à toutes vos difficultés. Super. Bah, écoute, merci beaucoup Philippe. Merci Nicolas. Bonne journée au Tech Days. Merci. Bah, pour en savoir plus, je vous encourage à venir sur notre stand ou assister aux sessions qu'on anime autour de ces sujets-là. Et sur notre stand, vous verrez aussi une autre appliance, plutôt pour vos besoins à la maison, autour d'un microserveur et Windows Home Server, pour stocker vos images, vos vidéos, backuper vos PC. Voilà, rendez-vous au stand HP et vous le retrouverez. Super, à bientôt. Merci Philippe. Alors donc on le voit, le data center doit évoluer à la vitesse des données numériques qui explosent dans l'entreprise. Le data center qui évolue, ça veut bien entendu dire que l'infrastructure qui supporte ce data center évolue très rapidement également. Stan, est-ce que tu peux nous parler des dernières avancées en termes d'infrastructure chez Microsoft ? Alors, avancé, déjà, on va prendre un fait, c'est que comme Windows Azure qui utilise massivement de la virtualisation, on sait que vos data centers aujourd'hui sont fortement virtualisés. Et donc, ont du coup besoin d'outils qui soient adaptés à cette gestion. Ces outils sont groupés chez Microsoft dans la gamme System Center, qui va avoir une nouvelle édition qui va sortir prochainement, donc la 2012. Et donc, System Center 2012 va regrouper en fait l'ensemble des outils qui vont vous permettre de transformer en gros votre data center virtualisé en centre de service IT, ce qu'on appelle communément un cloud privé. Alors, plein de briques dans System Center 2012. Je vais vous présenter moi la première brique dédiée à la partie, on va dire, infrastructure, gestion des ressources. Elle s'appelle System Center, attention c'est long, Virtual Machine Manager 2012, SCVMM 2012. D'accord. Je suis à l'écran. Donc, première chose, quand on voit la nouvelle interface de SCVMM 2012, c'est la présence du ruban qui a été instauré dans cette nouvelle gamme d'outils, ce qui est plutôt pas mal. Donc ça, c'est issu de Office 2007 à l'époque. On va avoir une nouveauté dans SCVMM 2012, c'est la notion de fabrique. La fabrique, en fait, va être l'endroit où on va voir les différents constituants d'une infrastructure. Donc, on a quoi dans une infrastructure? Ça, c'est du classique. On a des serveurs de virtualisation, on a du réseau, on a du stockage. Donc, chaque élément dans la fabrique va être, on va pouvoir créer donc classifier ces différents types de stockage. Donc, on va avoir par exemple des stockages qui sont pas très chers, on va les mettre par exemple en catégorie bronze, et puis des stockages, par exemple des baies fibre channel avec du SSD derrière, ça vaut assez cher, c'est très performant, mais là, ce sera plutôt de la classification stockage or qui est très performant, donc très cher. Le réseau, eh bien dans le réseau, on va retrouver tous les différents réseaux logiques qu'on va utiliser dans le cloud privé géré par System Center. On va avoir les équilibreurs de charge, les load balancers avec les adresses IP virtuelles. Et puis bien entendu, au niveau des serveurs, on va avoir les différents hôtes de virtualisation, les serveurs de mise à jour. Nouveauté, aujourd'hui, quand on regarde ici, avec System Center Configuration Manager 2012, on gère les 3 hyperviseurs les plus utilisés sur le marché. D'accord. Hyper-V, VMware, et petit nouveau dans System Center 2012, Citrix. À partir de là, on va pouvoir, une fois qu'on a la fabrique bien configurée, mise en place, utiliser et déployer de la machine virtuelle. Pour gagner du temps, on industrialise, on crée des modèles de machines virtuelles. Donc ces modèles, on les a dans une librairie. Hop, j'ai un modèle ici qui a été préfet, par exemple. Suivant. Donc là, je ne vais même pas donner de nom, parce que on va voir juste après, j'ai une règle qui me crée automatiquement le nom, le nommage. D'accord. Là encore, je peux créer un profil. Ça prend un peu de temps à charger. Là, j'ai fait un profil bronze, gold, silver. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais avec différentes puissances de machines, différentes consommations de ressources. On va rester sur le standard. Donc là, on est sur la configuration du matériel de la machine virtuelle. Ensuite, on va configurer le système d'exploitation. C'est du vrai, ça tourne. C'est en live. C'est en live. Voilà. Donc là, je vous l'ai dit, le nom va être pré-créé pour moi. Je vais lui donner une pattern. Tous mes serveurs s'appelleront avec ce modèle W2K2R8 avec un numéro derrière. Le 2 fois dièse, c'est des numéros de 0 à 9. Là, on retrouve ici, directement, on va pouvoir entrer les logins mots de passe, mettre le numéro de série. On va pouvoir dire si la machine est jointe ou pas au domaine. Si on veut aller un peu plus loin dans la configuration, on peut lui rajouter ici le fichier de réponse. Ce qui est assez intéressant, c'est que la jointure au domaine, elle est faite de manière complètement automatisée. Je donne ici mon nom de domaine. Même moi, si je ne connais pas le nom de l'administrateur, c'est pas grave, on a créé des listes de profils préétablis, ce qu'on appelle les run as accounts. Et typiquement ici, si je veux le nom de mon domaine, ou un compte qui a le droit d'injecter une machine dans le domaine, eh bien je prends ici un compte qui est pré-créé par mon super administrateur, on va dire. Voilà.
À partir de là, autre grosse nouveauté, on va avoir dans System Center Configuration 2012, System Center Virtual Machine Manager 2012, CVMM 2012, c'est pas facile à dire, surtout en mangeant des biscottes. On va pouvoir donc déployer, non pas uniquement dire je déploie la machine sur un hot Hyper-V, mais on va pouvoir la déployer dans des clouds. Avec SCVMM 2012, on va pouvoir créer des clouds d'entreprise ou des clouds publics. Ouais. Et puis donc, ce sera un sous-ensemble, en gros, des ressources dans lesquelles on va envoyer la machine virtuelle. Alors là, ne reculant devant aucune audace, je vais déployer la machine dans un private cloud. Là, il va me proposer les différents private clouds que j'ai créés ou que Fabrice m'a créé au préalable dans cette entreprise. Là encore, c'est du vrai. Je vois que le cloud le plus à même de recevoir, les deux sont bien, de recevoir ma machine sont ces deux-là. Donc je vais prendre le premier, suivant. Là, je te l'ai dit, mon nom est pré-créé, c'est la première fois que je le fais, donc elle s'appellera 001, la deuxième fois ce sera 002, etc. Voilà. Et puis là, ensuite, je n'ai plus qu'à créer suivant, next, et là, quand je fais créer, en fonction des performances, je peux avoir mes machines opérationnelles en une petite dizaine de minutes, un petit quart d'heure, en fonction des fonctionnalités. Et tout intégré dans le domaine, prêt à l'usage. Alors ça, c'était la première brique. Ouais. Maintenant, Fabrice, tu vas nous parler de la deuxième brique dans System Center 2012. Alors effectivement, toi, quand tu rentres un numéro, un logiciel, tu mets un numéro de série. Moi, je mets une clé produit, mais c'est pas grave. Donc, effectivement, deuxième brique de cette transformation du data center en centre de service, c'est bien sûr de permettre aux utilisateurs de l'entreprise de pouvoir consommer ces services. Donc, c'est de mettre à disposition un portail leur permettant d'accéder aux services, de gérer ces services. Et là, on va trouver le petit dernier de la famille System Center qui porte le doux nom, je dirais, de App Controller, qui va me permettre de pouvoir accéder à l'ensemble des services mis à disposition par mon administrateur préféré, que ce soit au sein de mon entreprise. Et là, on va retrouver les différents clouds privés qui ont été créés. Donc, on retrouve BDX, RH et DPE intégration, mais également la possibilité de pouvoir déployer et gérer ces services au niveau de la plateforme Windows Azure. Alors, ces services, bien sûr, on va avoir la possibilité de les visualiser. Donc, on va retrouver une cartographie de tous les services qui sont présents et de tous les services que je peux gérer en tant qu'administrateur métier des applications. Donc tout à l'heure, Benjamin nous a montré une application sur Hadoop. On retrouve cette application puisqu'elle était hébergée sur Windows Azure. Et là, en la sélectionnant, je vais pouvoir ouvrir le diagramme de l'application et voir l'ensemble des composants de cette application en fonction des rôles, l'ensemble des instances qui sont déployées pour l'application. Et je vais directement pouvoir gérer la montée en charge de mon application en rajoutant, si besoin, un certain nombre d'instances à cette application. Ce que l'on peut faire sur la plateforme Windows Azure, je peux bien sûr le faire également au niveau de mon cloud privé avec la même possibilité, c'est-à-dire déployer les services. En tant qu'administrateur applicatif, je vais pouvoir choisir de déployer justement un nouveau service au sein de mon data center en fonction des privilèges que m'aura donné l'administrateur du data center. Là, je vais pouvoir choisir la destination de mon service, soit le cloud privé, soit éventuellement le cloud public, donc la plateforme Windows Azure. Je retrouve à la fois l'ensemble des abonnements que je peux avoir sur Windows Azure et mon environnement cloud privé. Donc là, je vais choisir de déployer mon service sur mon cloud privé DPE intégration. Et puis, je vais avoir un certain nombre de modèles de services. Ces modèles de services sont mis à disposition par l'administrateur et je vais par exemple retrouver certains modèles de services qui vont me schématiser l'implication entière avec les différents rôles de l'application, éventuellement les différentes parties de l'application. Là, on voit une application qui est formée, un service, je dirais, applicatif qui est formé de 4 machines et je vais déployer ces 4 machines en même temps pour rendre disponible cette application. Alors bien sûr, vous me demanderez, mais comment je crée ces services? On a vu tout à l'heure Stanislas créer un modèle de machine virtuelle au niveau de Virtual Machine Manager. Là encore, je vais recourir à mon administrateur et c'est l'administrateur qui, au travers de Virtual Machine Manager, va pouvoir créer justement ces nouveaux services. Donc on va arrêter ce que tu avais fait. On va aller dans la librairie. On va créer non pas un modèle de machine virtuelle, puisque vous connaissez tous cette notion de modèle de machine virtuelle, mais on va venir créer un modèle de service. Donc ce modèle de service, je vais retrouver différents modèles qui sont pré-créés, la possibilité d'avoir une seule machine, 2 machines, 3 machines, donc on va faire simple, on va déployer un service avec une machine, et là je vais venir rajouter et consommer, je dirais, les modèles de machine virtuelle que j'ai créés dans mon entreprise. Donc je vais retrouver ma machine virtuelle VM TechDes, et je vais tout simplement venir faire un drag and drop, définir entièrement mon service, et une fois qu'il est défini, la possibilité de le déployer directement à partir de ce designer. Donc on voit l'intégration qu'il peut y avoir dans System Center 2012 entre les différents produits, à la fois la gestion du data center, mais également ce portail libre-service permettant aux utilisateurs de l'entreprise de consommer ces services. D'accord, donc ça c'est pour les briques qui sont disponibles aujourd'hui à très court terme. Si on se projette un peu plus dans le futur, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu vers où on va avec notamment Windows Server?
Eh bien, on sait que l'avènement et le déploiement du cloud computing font que dans les clouds publics et les clouds privés, on va avoir besoin en gros de systèmes d'exploitation qui soient de plus en plus performants, robustes, administrables et puis également hautement disponibles, forcément. Eh bien, Windows Server 8 sera pour Microsoft le premier système d'exploitation serveur qui sera réellement dédié et optimisé pour ses usages, pour le cloud computing, qu'il soit privé ou public. Mais Fabrice, tu vas nous en donner quelques mots supplémentaires. Alors, 4 axes d'évolution autour de la virtualisation avec de nouveaux scénarios, la montée en charge du serveur de virtualisation, la montée en charge des machines virtuelles, mais également la notion de switch extensible. Et là, je veux dire, on n'a plus rien à pallier par rapport à nos concurrents. L'administration de la plateforme, à la fois la possibilité d'administrer à distance la plateforme avec les outils graphiques, ces outils graphiques évoluent, mais également la présence de Windows PowerShell avec un certain nombre de commandelets qui viennent enrichir la plateforme. La plateforme applicative avec des nouveautés autour d'Internet Information Server 8 et bien sûr la prise en compte des nouveaux usages, que ce soit la consumérisation de l'IT autour des scénarios VDI, que ce soit la mobilité de l'utilisateur, mais également tous ces besoins de sécurisation de l'information, tout cela vient enrichir la plateforme Windows Server. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite tous à nous rejoindre à 13 h pour une session d'1 heure consacrée à Windows Server 8. Super, merci beaucoup Fabrice, merci beaucoup Stan. Donc on se rapproche de la fin de cette session plénière. Je voudrais d'ores et déjà remercier tous les présentateurs qui sont passés sur scène pour réaliser leur démonstration. Évidemment, on vous montre qu'un aperçu de tout ce qui sera présenté plus en détail lors des sessions de cette journée et demain au TechDes. Donc n'hésitez pas à rechercher également les présentateurs qui étaient sur scène par leur nom pour trouver les sessions dans la journée où ils vont rentrer dans plus de détails. Je remercie également tous ceux qui ont contribué à la préparation de la plénière. Et puis vous l'aurez compris, la consumérisation de l'IT, elle est en marche. Microsoft est totalement engagé à vos côtés pour répondre au plus près des besoins de vos utilisateurs dès aujourd'hui, que ce soit en fournissant des périphériques qui soient des périphériques qui leur font envie. Et là, Nicolas vous a montré en début de session une tablette qui avait, c'est très original, un port USB, qui avait un port, une connectivité HDMI, et puis une tablette qui, disons, ne vous oblige pas à choisir entre la commodité du format des tablettes et puis la puissance d'un PC, mais que ce soit également sur les sujets d'administration et de sécurité, où grâce à Windows Intune, grâce à System Center, on permet aujourd'hui les scénarios Bring Your Own Device nativement dans l'entreprise, que ce soit via les interfaces naturelles où on dépasse largement le cadre du tactile pour proposer des scénarios innovants, des applications innovantes sur la base de la reconnaissance des gestes, la reconnaissance de la voix, que ce soit évidemment sur le social. En ce qui concerne le social, vous l'aurez compris, notre approche elle est centrée sur l'individu, elle n'est pas centrée sur les applications, c'est bien l'individu qui, à partir d'une interface unique, va pouvoir communiquer avec la totalité de ses réseaux, qu'ils soient personnels ou qu'ils soient professionnels. Et puis que ce soit, pour en terminer, avec Big Data, où là, vous l'avez vu à travers la démonstration de Damien, on est capable de mettre toute la puissance de la donnée numérique de l'entreprise directement dans les mains de l'utilisateur final. Alors, si la consumérisation est en marche, elle n'en est bien sûr qu'à son tout début, vous le savez. Notre défi commun consistera désormais à proposer des expériences cohérentes, des expériences homogènes aux utilisateurs, des expériences qui seront cohérentes à travers tous les écrans et des expériences qui leur permettront de passer de manière très fluide, sans couture, du monde personnel au monde professionnel. Alors en ce qui nous concerne, vous le savez, on investit beaucoup sur Windows 8 et sur les interfaces métro. Une partie des démonstrations aujourd'hui était basée sur des tablettes de ce type. Le futur est vraiment plein d'opportunités. Les mois qui vont venir seront des mois où on pourra travailler ensemble à l'intégration de cet écosystème pour nos clients communs. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère vous retrouver dans certaines des sessions plus tard dans la journée. Merci beaucoup. Excellente journée au TechDes.